Quand j'ai lu Métaphysique des tubes, le titre, je me dis oh là là, je vais rien comprendre. Et à la fin du bouquin, c'était vraiment une révélation, quoi. C'est le passage de la petite enfance à l'enfance, en fait, quoi, où on pense qu'on est au centre du monde et qu'au final, on découvre qu'on fait partie du monde, en fait, tout simplement, quoi. Elle a un récit hyper généreux. C'était pas facile, justement, de trouver comment arriver à être aussi généreux que son écriture. Pour le coup, vous avez réussi aussi sur ce deuxième tour de force. Je suis animateur, donc je dessine des personnages au trait. Oui. Et pour être honnête, je suis pas un super bon dessinateur. Et du coup, le trait, c'est toujours un peu difficile pour moi. Je suis plus un sculpteur, on va dire, presque. Okay. Et le fait qu'il n'y ait pas de trait de contour, donc je pouvais vraiment m'amuser à sculpter les personnages. Je me suis senti comme un poisson dans l'eau, presque. D'accord. En fait, quoi. Okay, là, vous sortez d'une projection, justement. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est fou qu'on arrive à autant les faire pleurer. Ah Beaucoup pleurent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur The Anima Show. Mes invités aujourd'hui sont Maëlys Valade et Lian Cho-Han. Ce duo a réalisé le film Amélie ou la métaphysique des tubes, une adaptation d'un roman d'Amélie Nothomb, roman autobiographique et très introspectif, qui a été un challenge à mettre à l'écran. Vous allez, dans cette conversation, rentrer dans les coulisses de la fabrication d'un film d'animation aussi attendu, qui a été distingué à Cannes comme à Annecy, un film qui m'a personnellement beaucoup touché et qui fait la démonstration d'un style visuel que je qualifierais à la française. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci infiniment et je vous souhaite une très bonne écoute. Maëlys, Lian Cho, bienvenue sur The Anima Show. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Je vous en prie. Quelle est la première image qui vous est venue à chacun la première fois que vous avez lu le livre d'Amélie Nothomb, La métaphysique des tubes ? Pour ma part, c'était un regard. Un regard, ouais. Ok. Donc tu voyais le regard de cette petite fille finalement qu'elle... Elle porte sur le monde, son regard, et puis ce qu'elle voit et ce qu'elle est elle aussi. Enfin. Ok. Donc t'as vu un œil, quoi, un regard. On va Exactement. Dire. Ton côté, Lian Cho ? Alors moi, la première fois quand j'ai lu le livre, la première image que j'ai eue, je crois que c'est le passage où elle traverse la mer. Ah, oui. Dans le bouquin, c'est à pied, donc elle marche sur l'eau. Mais j'ai vu tout de suite Moïse, la mer qui s'ouvre en deux. Quoi. Ouais. Oui, c'est une évocation que d'ailleurs vous faites à nouveau dans le film. Superbe adaptation que j'ai vue, franchement, chapeau à toutes les deux, mais aussi à toute l'équipe qui est derrière, parce que c'est extrêmement beau, on est tout de suite embarqué dans la poésie, à la fois retranscrite à l'image, mais aussi la poésie racontée par la voix off, qui retranscrit elle-même finalement l'adaptation du bouquin d'Amélie Nothomb. Bon, Amélie Nothomb, on la présente plus, évidemment. Chaque rentrée littéraire, elle vient avec un nouveau bouquin et elle a des fans extrêmement importants qui sont, qui adhèrent à sa philosophie. Et c'est vrai que c'est une autrice qui est particulièrement teintée d'un autre pays, qui est le Japon, puisqu'elle est née là-bas, d'une famille dont le papa notamment était diplomate belge. Donc je fais cette longue introduction pour bien comprendre finalement c'est quoi Amélie et la métaphysique des tubes, ce long métrage que vous nous proposez. Mais finalement derrière ce long métrage, qu'est-ce qu'il y a eu comme première étincelle en fait ? Est-ce que vous étiez appelé sur le projet ou est-ce que ça vient aussi de vous, ce projet en quelque sorte ? J'ai lu le livre Amélie Nothomb, Métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb à 19 ans. Et pour être honnête, je ne suis pas un féru de littérature, je suis plus issu de la culture très populaire. Je suis de la génération Club Dorothée, j'adore les animés japonais, mangas, les jeux vidéo. Quand j'ai lu Métaphysique des tubes, le titre, je me dis oh là là, je vais rien comprendre. Et à la fin du bouquin, c'était vraiment une révélation, quoi. C'est-à-dire que l'histoire de cette petite fille qui se prend pour Dieu, ce qu'elle vit au Japon avec sa nounou Nishio-san, m'a vraiment transcendé, quoi. D'accord. Bien sûr, j'ai pas compris grand-chose de toutes les références philosophiques à l'intérieur, mais quand même, l'humour assez herbe d'Amélie Nothomb m'a tout de suite aussi parlé quand même. Et là, à ce moment-là, donc 19 ans, j'étais étudiant, je rêvais de rentrer à l'école des Gobelins, quoi. Et j'ai eu le fantasme de l'adapter, quoi, à ce moment-là, quoi, sans trop y croire forcément, quoi. D'accord. Et après, du temps a passé. L'expérience, etc. Et surtout au moment où j'ai commencé ma carrière de storyboarder, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Maëlys sur le tournage du film d'abord Le Petit Prince. Tu te souviens de cette première rencontre, Maëlys ?
Oui, alors après, première rencontre, on a été un peu à l'école, on se connaissait de loin, il était 2 années au-dessus de moi, et on ne s'est quasiment pas vu à l'école. Donc oui, on s'est vraiment rencontrés sur Le Petit Prince, et on s'est retrouvés dans la même équipe de storyboarder, et on était débutants tous les deux au même moment, de Marc Osborne, tout à fait. Et donc, du coup, la première collaboration tout à fait. Entre vous deux. Et puis une super opportunité de travail dans le sens où on avait passé tous les deux un test. Oui. C'était on a eu beaucoup de chance. On était juniors à ce moment-là, donc. Et puis en plus, on arrive sur un projet. Ça a été très formateur pour nous parce qu'on nous a laissé carte blanche sur nos séquences, tant en termes de concept qu'intervention, un peu scénario aussi. On était proactifs de nos scènes. C'est ça. D'accord. Vous étiez déjà un duo à l'époque ou il y avait une équipe de storyboarders, mais effectivement, c'était comme si on était réalisateur de notre propre séquence quelque part. On avait vraiment une certaine liberté. Il nous faisait refaire pendant pas mal de temps et c'est hyper formateur. Enfin, aujourd'hui, on n'a plus cette chance-là de pouvoir arriver sur un projet, rester plusieurs mois des fois sur des choses, juste à se poser la question. Et en fait, pourquoi on peut plus avoir ce luxe aujourd'hui? Par le temps, le budget. Non, mais c'est important de le dire. Américaine quand même avec un gros budget à cette époque-là. Donc forcément, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir se faire nos armes dans ce genre de conditions. D'accord. Et on était sous la direction de Bob Persichetti, qui à la suite après a fait Spider-Verse, tout à fait. Un film comme ça, qui est un très très bon chef storyboarder et qui a été de très bons conseils sur la. Un maître storyboarder. Exactement. Sur les surfeurs aussi de surfer. Mais oui, et puis qui surfait sur le board. Le vrai surfeur dans tous les sens. Non, vraiment, c'était pour la dynamique, le rythme, tout ça, ça a été génial. Enfin, c'était une école qui était particulière, très américaine. Mais on a pu étudier, on a pu s'étoffer. Et vous pensiez à cette époque qu'un jour vous serez co-réalisateur sur un long métrage qui serait sélectionné à Cannes pendant le festival? Pas du tout. Franchement, parce que ce qui est aussi, je pense, le plus important, c'est pas notre rencontre, mais notre collaboration ensuite avec Rémi Chaillet. Oui, sur le film Tout en haut du monde, où Maëlys, qui avait commencé en tant que storyboardeuse là-bas, m'a aussi appelé. D'accord. Du coup, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous les deux sur le premier film de Rémi. Et, vous aviez comme rôle quoi à l'époque, tous les deux? Alors moi, en fait, Rémi, quand il était venu me chercher, je finissais le Petit Prince, et en fait, j'avais travaillé en développement, parce que je fais plein de trucs différents, mais je faisais du développement pour un film qui s'appelait Adama et le monde des souffles, et donc j'avais fait du développement graphique et des recherches storyboard, et il avait vu ça lui avait tapé dans l'œil par rapport à son graphisme, à lui et à ses intentions. Et à la suite de ça, du coup, je lui dis, écoute, quand on a commencé à chercher une équipe de storyboarders assez restreinte, il fallait une sensibilité qui soit vraiment très proche de ce qu'il voulait en termes narratifs, poétiques, et dans son grain. Et donc j'ai tout de suite pensé à Lian Cho. Je lui ai dit, écoute, là je viens de travailler avec lui, et puis je trouve qu'on a vraiment des points en commun au niveau de la sensibilité, notre approche des personnages, de la notion d'espace aussi dans les scènes, du cadrage. J'ai dit, là il se passe un truc, appelle-le. Enfin, ce serait bien qu'il nous rejoigne pour faire le truc. Donc c'est l'intuition qui a parlé, quoi. Mais c'est effectivement des thèmes que tu aimes bien travailler, toi, à titre particulier, un peu tout ce qui est les champs aérés, la convocation d'idées philosophiques à travers l'image. Moi, mon kiff à la base en tant que storyboarder, c'était surtout la psychologie des personnages. Parce que je viens de l'animation, à la base, je suis animateur de personnages. Et c'est vrai que tout ce qui est émotion, j'adore ce que fait Miyazaki, forcément, et Takahata, bien sûr, Tombeau de Luciole étant un de mes films préférés. Et bien sûr, tout ce qui est en rapport avec l'émotion, les personnages, comment retranscrire l'émotion. C'était ça vraiment qui me fascinait, comment à travers l'image et déjà au niveau du storyboard on arrive à convoquer une émotion. Et là je dois dire, dans ce film Amélie et la métaphysique des tubes, excusez-moi, ça peut être des cubes, ça pourrait être des cubes, ça pourrait être des cubes. Il y a un cube dans le film. Il y a un cube dans le film d'ailleurs qui est assez qui vient à un moment très charnière. Ce
qui m'a frappé le plus, c'est vraiment que je suis passé à travers plein d'émotions différentes. Parce que, bon, ce personnage que l'on suit, qui est finalement Amélie petite, entre l'âge de sa naissance jusqu'à 3 ans, quoi. Ces moments de joie, ces moments de découverte, ces moments de surprise, tout ça, on le vit avec elle, à travers notamment des plans serrés, vraiment des jeux de regard hyper importants qu'on peut retrouver dans du live action et tout ça. Et je comprends bien quand tu dis, je pense qu'à travers le storyboard, ou en tout cas à travers le plan, on peut transmettre des émotions. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Maëlys a ce terme que je trouve vachement approprié pour ce genre de mise en scène, c'est une mise en scène proximale. Ah, pas mal, ouais. Oui, ça existe ce mot ou pas d'ailleurs? Oui. Ouais, d'accord. C'est la proximité, mais oui, c'était un choix. Très très clairement fait pour quand on a étayé notre mise en scène auprès des storyboarders. Enfin, on a même fait un doc et tout machin pour expliquer. Mais en gros, il fallait pour être. C'est un constat qu'on a eu au fur et à mesure qu'on travaillait, qu'il fallait non pas forcément la montrer elle. Du coup, parce que elle se tient devant nous, bon, voilà. Mais il faut qu'on capte ce qu'elle voit, il faut qu'on soit à sa hauteur et il faut qu'on soit à fleur d'elle, en fait. Exact, c'est bien dit ça, à fleur d'elle, c'est vraiment ça qu'on ressent. Exactement. Ouais. Donc on est le personnage, en fait. C'est notre grammaire cinématographique. Enfin, t'as mis le doigt dessus pile poil. C'était une intention souhaitée. C'est notre fil conducteur. C'est ce qui nous rejoint beaucoup avec Maëlys. C'est cette volonté-là, cette approche-là, d'être proche des personnages, qu'on ressente vraiment ce que ressent le personnage, limite à construire parfois l'évolution émotionnelle des personnages. Et leur rapport entre eux. C'est d'autant plus une réussite que dans le style d'écriture d'Amélie Nothomb, on a cette proximité, vous voyez ce que je veux dire, un peu charnelle avec elle. Elle a un récit hyper généreux. Et exactement, il fallait retranscrire ce truc. C'était pas facile justement de trouver comment arriver à être aussi généreux que son écriture, tout ce qu'elle nous donne. Elle se donne pour le coup, vous avez réussi aussi sur ce deuxième tour de force. C'est-à-dire que le premier, de dire il faut qu'on soit à proximité du personnage, ça me fonctionne. Je sais plus ce que tu as dit, à fleur de personnage, c'est très joli. Et le deuxième, de vivre ces envolées lyriques, oniriques parfois, du personnage à travers l'image, ça, on est en plein dedans aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve le gamin, la gamine qu'on aurait pu être, où en fait plus rien n'est limite. Enfin, en tout cas, quand on vit dans des espaces qui le permettent, et safe, etc. Et l'imagination prend le dessus, et là, à travers l'image, c'est foisonnant, c'est magnifique. Ça a été un questionnement important. C'était comment montrer ces fameuses fantasmagories. Déjà, les fantasmagories, c'est une traduction de plein de descriptions très littéraires qu'elle fait dans son bouquin. Nous, on ne pouvait pas mettre ça à l'écran, forcément. Mais il fallait le transformer en autre chose, donc quelque chose qu'on invente. Et puis, on est passé par l'étape aussi où, à un moment donné, elle était ce dieu, donc elle avait des pouvoirs. Mais en fait, ça nous a un peu planté parce qu'en fait c'est pas des pouvoirs qu'elle a, c'est ce qu'elle ressent, c'est sa perception, on est dedans. Donc, et en fait cette fine notion entre les deux, finalement quand on voit le résultat final, on peut se dire c'est des pouvoirs, etc. Peu importe, on sème le doute. Mais c'était très important pour nous pour arriver à construire l'histoire finale, qu'on est dans sa perception en fait. Et comme ça, il n'y a plus de problème pour la mise en scène et pour développer le... Parce que ce qui est important, c'est qu'effectivement, c'est la structure quasiment de l'histoire. C'est comment, on va dire, illusion, pour passer à la désillusion dans la... Au réalisme. Quoi. Et effectivement, c'est ce passage-là, quoi. Un peu comme ce passage, elle pense qu'elle est Dieu au début, et pour comprendre qu'elle ne l'est pas, ce passage de la petite enfance à l'enfance, en fait, quoi, où on pense qu'on est au centre du monde, et qu'au final, on découvre qu'on fait partie du monde, en fait, tout simplement, quoi. Ouais. Et justement, pour retranscrire un petit peu ce narratif, quoi, cette storyline, on va dire, vous êtes allé travailler avec Amélie. Comment est-ce que vous avez Alors, refusé de travailler avec nous. Ah ouais, elle a dit, vous faites une adaptation, je vous laisse carte blanche. D'ailleurs, le terme, c'était, parce que je me trompe toujours dans comment elle dit ça, mais oui, les adaptations, enfin, les livres sont ses enfants qu'elle écrit, et les adaptations de ses livres sont ses petits-enfants, et elle n'entre pas en... Elle est très forte quand même pour les parallèles. Et jusqu'à maintenant, enfin, je veux dire, même jusqu'à la sortie du film, elle n'a pas non plus envie de venir interférer sur quelque chose qu'elle n'a pas forcément suivi, même si elle nous soutient. Elle ne s'initie jamais dans l'éducation de ses petits-enfants. Ah, c'est génial. Elle laisse ça à la responsabilité aux parents.
Mais c'est une grosse responsabilité du coup, non? Alors pour nous, ouais. Mais par contre, c'est aussi génial parce qu'en fait, on a pu aussi faire ce qu'on voulait dans le respect du récit quand même. Mais là, il y a eu un gros travail de restructure parce que c'est très chroniqué le bouquin. Et nous, on en a refait quelque chose en 3 actes, en changeant de place des scènes, en contractant des personnages parfois. Ouais, il faut aussi abandonner des choses, en mettre d'autres choses plus en exergue. Il faut être proche du récit, du livre et en même temps pouvoir s'en détacher en se disant je fais autre chose. Ouais, je comprends. Est-ce que il y a quelque chose qui est quand même assez frappant dans votre duo et puis même dans les derniers films que vous avez faits. Il y a ce style qui s'importe d'œuvre en œuvre. On parlait de Tout temps ou du monde. Calamity derrière. Et là, à nouveau, ces aplats de couleurs très simples, jeu d'ombre-lumière, pas toujours une ligne pure. C'est voulu. Qu'est-ce qui se développe là, en fait? C'est tout à fait voulu. Alors, effectivement, avec Maëlys, on a travaillé très étroitement avec Rémi sur ces 2 premiers films. D'accord. Je suis animateur, donc je dessine des personnages au trait. Oui. Et pour être honnête, je suis pas un super bon dessinateur. Le trait, c'est toujours un peu difficile pour moi. Je suis plus un sculpteur, on va dire, presque. Okay. Et le fait qu'il n'y ait pas de trait de contour, donc je pouvais vraiment m'amuser à sculpter des personnages. Alors moi, je me suis senti comme un poisson dans l'eau, presque, en fait, quoi. Le travail de la silhouette, la forme. La silhouette, tout à fait. Et, on travaille en masse beaucoup, c'est ça. Absolument. Ça veut dire quoi, travailler en masse? C'est-à-dire qu'on travaille à l'intérieur des personnages, non pas le contour. On n'est pas sur le trait d'extérieur, de dessiner vraiment à proprement parler. On est vraiment sur la structure interne des personnages. Nous deux, on fonctionne comme ça. Et aussi beaucoup de nos animateurs, du coup. Et aussi au décor finalement, parce que par extension avec toute cette méthode qui s'est développée depuis des années, ça s'est vraiment perfectionné, étayé, je veux dire sur les formes des silhouettes, la simplification aussi, parce que avec les contraintes budgétaires, toutes sortes de choses comme ça, plus on va à l'économie, mais ça veut pas dire que c'est forcément plus facile. Ça développe un style, parfois. en fait. Ça développe un rendu d'image, d'arriver à épurer, mais tout en restant très sensoriel. Et on voulait quand même garder quelque chose de chaud, d'assez enfantin, tout à fait, avec ces couleurs très acidulées, etc. Des formes plus rondes, texturées. Oui. Ça, c'est ça marche, clairement. Et puis, le color script en lui-même, il est incroyable. Mais tu vois, c'est un peu comme les écoles, enfin là c'est ce qu'on dit souvent quand on nous demande, mais les écoles d'animé japonais ou autres, on perpétue une méthode pour aller toujours plus loin, tu vois, à chaque film. Et là, c'est vraiment nous ce qu'on défend. On a un gros travail d'équipe sur la méthode et le graphisme, parce qu'on est tous rodés ensemble à cette méthode. Et du coup, on peut aller plus loin sur notre narratif, sur tout ce qu'il y a autour, même ajouter d'autres niveaux de complexité, de grammaire. Là, par exemple, les flous, toutes ces choses-là. Les flous, on les voit. Qu'il n'y avait pas sur les films de Rémi, par exemple. C'est difficile, techniquement, à arriver à ça, finalement. C'est des choix, je pense, aussi de réalisation. À quel moment faire ce jeu de focus, out of focus. En fait, c'est comme si tu faisais un cut, sauf que c'est le même plan. Donc, c'est effectivement des choix narratifs. Il y a beaucoup de reflets aussi dans les eaux, dans de transparence aussi. C'est très aquatique. Du coup, à fleur des choses. D'ailleurs, le bouquin s'appelle The Character of Rain dans d'autres pays, parce que, effectivement, Ame en japonais signifie la pluie. Hop, petit arrêt sur image juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Music qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Toon Boom qui édite les logiciels d'animation 2D, de storyboard et de gestion de la production. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé. Retour à la conversation. Et donc sa nounou préceptrice de l'époque lui avait parlé de ça et ça l'avait vachement marqué. Donc tous ces éléments, l'eau, les reflets, les jeux de perspective et tout ça, c'est quelque chose vraiment, je trouve, amène le style encore un level au-dessus, parce que dans Calamity, j'avais adoré ces histoires d'aplats et de, comme vous dites, de couper, sculpture et autres. Mais là, vraiment, on rentre dans encore plus une image très cinématographique, quoi. On est assez proche du réalisme aussi. Dans le cinéma qu'on aime, on est très proche du cinéma classique aussi. C'est-à-dire qu'on aime le live aussi. C'est-à-dire que bien sûr, on fait de l'animation, mais on est très, nos références aussi du live. C'est quoi vos références en live, du coup? On en a plein. Par exemple, moi, j'adore David Fincher, caméra fixe des fois, pas forcément toutes les caméras qui tournent, bien sûr les Hitchcock, Kurosawa, Clint Eastwood, j'adore quoi en fait ces films là quoi.
C'est dans l'épure de la mise en scène. De la mise en scène, c'est quoi. Ça, vraiment, voilà, caméra posée, vraiment. Il y a ça, et au contraire aussi le mouvement. Oui, bien sûr. Moi, c'est parce que je citais des fois Terrence Malick, mais dans ses anciens films, où on suit le mouvement des personnages en pleine action de vie, etc. Et ça, c'est des choses qu'on aime beaucoup aussi. Qu'on voit aussi dans ce film-là, du coup. C'est un mix effectivement des deux. On aime quand. On a plus souvent des références cinématographiques entre nous que des références d'animation. Quand vous voulez convoquer une idée, tu vois, pense à ce film ou à cette scène dans. Et autant on a fait des petits clins d'œil à certains films d'anime connus, mais en fait c'était souhaité, c'était voulu, mais nous on n'a pas construit le film comme ça. On est vraiment parti du réel, d'une vraie réflexion sur la perception d'une enfant. Quand le public oublie qu'il regarde un dessin animé, et qu'il regarde tout simplement un film de cinéma, le pari c'est là qu'on a gagné le pari, en fait. C'est pas facile que ça rentre dans des gens. Là, vous sortez d'une projection, justement, une des premières projections d'équipe. Qu'est-ce que vous avez ressenti de la part du public? Il y a quelque chose qui est sorti en particulier? C'est fou qu'on arrive à autant les faire pleurer. Beaucoup pleurent. C'était assez impressionnant et très encourageant, très émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions dans ce film. En fait, on a beaucoup de retours. Du coup, j'arrive pas à me faire une idée précise de qu'est-ce qu'on transmet de manière claire, parce qu'en fait, il y a plein de niveaux de lecture et chacun a reçu une thématique ou quelque chose dedans qu'il allait piocher par rapport à sa vie, En fait, c'est un récit tellement universel, tellement il y a plein de symboles philosophiques. On parle de la mort, on parle du deuil, et forcément il y a plein de gens qui ont vécu toutes sortes de choses et étaient confrontés à ça. Et là il y a forcément des réactions. Et puis il y a le destin particulier de cette petite enfant quand même, Amélie Nothomb, très singulière. Vraiment, on ne se doute pas, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, d'où elle vient, quoi, en quelque sorte, dans sa découverte du monde. C'est très étonnant, en tout cas dans ses premiers âges. Et d'ailleurs, j'ai vu quelques adaptations de ses anciens bouquins en live action, pour le coup. Très honnêtement, là, c'est encore niveau au-dessus. Enfin, moi, je trouve que cette adaptation est vraiment très réussie. Après, elle l'a dit récemment, elle-même. C'est le meilleur film qui a été fait sur un de mes livres. C'est vraiment un très, très, très grand film. Ah, ça fait plaisir. J'avoue que je me suis dit, waouh, dis donc. Il y a une autre dimension qui m'a beaucoup plu, c'est tout ce qui est musique, son et interprétation des comédiens. Tout est très bien interprété, encore plus pour Amélie. Comment ça s'est passé, cette phase-là, pour vous Justement, j'allais dire, c'est très particulier sur ce film. Je m'en suis beaucoup occupée parce que j'ai fait les voix témoins qui ont servi à l'animation jusqu'au bout. En fait, parce qu'on finissait d'écrire encore des phrases de voix off jusqu'à la fin du film. Et quand je dis fin du film, c'était même au son, au mixage, etc. Jusqu'à la fin, on a réécrit. Rajoutez, vous, réalisateur, vous rajoutez les voix pour compléter les brèves de dialogue et tout. Et pour se sécuriser, du coup, et puis la directrice de voix, Céline Ronté, m'a très vite rassurée, parce qu'en fait, on a tendance à avoir un petit a priori, en se disant, c'est mieux d'avoir des vrais acteurs pour faire le truc en amont. Et elle m'a tout de suite démonté le truc. Elle m'a dit, non, Maëlys, franchement, n'ayez pas peur. Les acteurs de doublage sont exceptionnels. Faites-moi confiance. On peut y aller les yeux fermés. Je vous trouverai les gens qui vont vous faire. Mais gardez votre sécurité pour votre écriture jusqu'au bout. Et donc voilà, on l'a construit comme ça. Et donc on a animé tout sur nos voix témoins. Et à la toute fin, donc c'est arrivé un mois avant qu'on fasse le sound design. D'accord. Là, on a enregistré du coup les voix définitives en doublage, des voix de doublage. Ce qui n'est pas commun en France, en tout cas. D'accord. En général, on enregistre les voix en amont, avant l'animation, et on anime sur ces voix définitives. Alors qu'au Japon, beaucoup de films, en tout cas, on double les voix. Les voix d'EF sont doublées à la fin, quoi. D'accord. Donc on a fait cette technique-là. Vous avez pris la technique japonaise en quelque sorte, quoi. Bon, pour un film qui traite un petit peu de ça. Se fait en fait. Il faut faire à sa manière. Puis c'est aussi le flair qu'on a en tant que réal de ce que tu veux faire avec tes personnages ou quoi. Nous là, on n'avait pas de quoi se payer de toute façon un grand acteur. C'est sûr. Mais même si moi je trouve que mes acteurs de doublage sont exceptionnels. Franchement, tous étaient. Enfin, j'ai jamais vu ça. Moi, je les filmais à côté. Là, on les regardait. On était scotchés. J'avoue que c'est un métier fascinant. Il y aura peut-être un making-of où on pourra voir ces images, ça serait top. J'ai envoyé les rushs, mais j'espère.
Et oui, tout à fait. C'était vraiment vraiment impressionnant, quoi, de les voir incarner ces personnages à partir de ces voix témoins qu'on a faites à l'époque. Il y a aussi toute la partie score, son, etc. Ah, ça, c'était une grosse partie. Et le sound design pour aller justement illustrer tous les sentiments qui peuvent être traversés par une enfant comme ça, qui plus est très éveillée, voire un peu finalement hyper douée, quoi. Est-ce que vous avez donné une ligne directrice en fait sur le son déjà Là, tout à fait, mais je vais parler avant tout d'une personne qu'on a fait venir au montage qui s'appelle Ludovic Versace. Ah oui. On l'a choisi, lui, par rapport à son profil artistique, parce qu'on cherchait quelqu'un qui a une sensibilité et a un attrait pour la philosophie et pour le son et pour la musique, qu'il ait une culture musicale, etc., assez fournie. Et au niveau de la sensation, c'est quelqu'un que je connais très bien, avec qui j'ai déjà beaucoup travaillé et qui passe beaucoup par le son pour construire des fois des séquences, etc. Et donc là, quand on passait au montage, on avait des premiers rough patates de storyboard qui ne représentaient pas grand chose. Et puis on n'a pas pu s'appuyer sur des dessins beaucoup plus poussés parce qu'on a dû travailler très vite, mais ça c'est une autre histoire. Mais du coup, lui, au niveau sonore, il a commencé à donner une couleur à chaque séquence. Donc nous, ce qu'on thématisait, c'était finalement surtout les thématiques aquatique, ambiance matin, soir, certains... Enfin, pour le ressenti général des scènes, il y a eu aussi le color script qui était éminemment... fondamental fondamental parce qu'en fait il exprime déjà tellement d'émotions et la couleur donne une teinte musicale aussi. Voilà. Tout à fait. Et donc on a construit un truc avec des références musicales très précises. Et là, comme pour les voix, on a travaillé jusqu'au bout avec des musiques témoins. Donc, à l'image, parfois sur des séquences. Jusqu'ensuite, vous allez amener la compo et tout ça. Et d'ailleurs, on savait qu'on allait avoir Marie Fukuhara parce qu'elle avait déjà travaillé sur le pilote et qu'elle était exceptionnelle. On a hésité à continuer parce que c'était en japonais et puis qu'on s'est dit, là, vu toutes les contraintes qu'on avait, mais elle avait tellement une identité dingue pour le film, c'était évident qu'il fallait continuer avec elle. Donc on s'est organisé pour que ça fonctionne et on n'a pas pu travailler tout de suite avec elle. Elle a fait beaucoup de choses après très vite dans un temps record. Mais nous, on a construit tout le film à partir de musiques témoins très précises et on a pris des trucs qui n'étaient pas très connus en plus, mais qui correspondaient exactement aux séquences. Ça permet de bien saisir l'ambiance générale. Et poser des instruments aquatiques, tout ce qui pouvait être en lien avec les thématiques du film. Je vois très bien. Et peut-être la grosse difficulté aussi, c'était vu que les musiques étaient très précises, les musiques de films déjà sorties, connues, plus ou moins connues, mais existantes, déjà effectivement mixées, mais bien etc. Bien construites et tout. C'était forcément un gros défi pour Marie Fukuhara de commencer par des maquettes d'abord, mais elle a fait un travail exceptionnel, comme elle a réussi à prendre cette matière avec toutes nos thématiques principales. Ce qui était bien, c'était de pouvoir lui expliquer aussi quels étaient les instruments qui nous plaisaient dans chaque musique qu'on avait sélectionnée. Il y avait la contrainte des musiques qui étaient à l'image aussi, donc il fallait respecter le même rythme, etc. Des fois, c'était vraiment cossu. Et puis après, à partir de ces différentes thématiques et des instruments qui étaient souhaités, elle aurait pu nous envoyer balader et nous dire non, c'est pas possible. Elle a tenu, elle s'est dit, je vais vous le faire. Elle a même interprété, c'est pas tous les pianistes qui font interprétation aussi. Il y a un morceau de Ravel dans le film, et elle a accepté de le faire et tout. C'était... Est-ce que c'était évident, et c'est toujours évident, d'adresser dans un même film un public adulte et un public enfant? C'est un challenge pour vous, et est-ce que vous pensez avoir réussi ce challenge? C'est un énorme challenge, peut-être même plus que tu ne le crois, parce qu'effectivement, lorsque le film n'est pas fini, lorsqu'on est à une étape de créativité, il y a tous les champs des possibles, en fait, des multiples interprétations aussi. Et effectivement, l'œuvre d'Amélie Nothomb, peut-être même d'ailleurs Métaphysique des tubes, est la seule œuvre qui peut parler éventuellement à tous les publics. Parmi les œuvres d'Amélie Nothomb, c'est ça que tu veux dire. Tout à fait. Elle est lue par des jeunes. Et donc du coup, effectivement, c'était un énorme challenge. Déjà aussi, mais surtout aussi, on va pas se le cacher, la voix off
a été un énorme défi, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans l'écriture, mais aussi dans la vocalisation, l'intonation, à quel moment la placer, ce qu'elle raconte, mais aussi d'où elle vient, quel âge elle a, comment elle parle, est-ce qu'elle vient du futur, est-ce qu'elle parle au présent. Enfin, on est passé par énormément de réflexions, d'étapes, de parfois mais de conflits, etc., de débats, etc., pour trouver effectivement le ton juste. On est parti, on a fait le tour de la Terre peut-être, tu vois, je sais plus, mais c'était assez. Mais vous avez trouvé le bon équilibre, hein, parce que ça paraît naturel que ce soit cette tonalité, cet timbre de voix, cet âge-là et tout ça. Oui. Ça nous a permis de structurer le récit. Enfin, concrètement, la voix off, elle nous a contraints à structurer le récit de la manière dont on l'a abouti actuellement. Au moment où vous avez écrit la voix off, je veux dire. Ouais, c'est ça. On a dû construire, on a dû penser cette voix off et le récit global de tout le film en même temps, parce qu'en fait, elle allait nous laisser l'espace de ces différentes réflexions. Et suivant la manière dont elle abordait les choses et le point de vue duquel elle était, on s'est très vite rendu compte, par exemple, qu'on ne pouvait pas faire une voix de la voix off au présent. Parce que, au présent, elle est en train de vivre les choses et donc elle les narre, mais qu'il fallait ce recul sur elle-même, donc une voix de conteuse plutôt. Ouais. La voix adulte, c'est ce qui nous plaisait le plus au départ. C'était très clivant avec beaucoup de gens autour de nous qui voyaient beaucoup plus une voix enfant. Et en fin de compte, comme finalement elle ne parle pas beaucoup en dans le film, pour avoir une enfant présente à l'écran, ça marchait bien d'avoir pris une voix enfant. Et en plus, Loïse avait grandi, ça tombe bien, parce que du coup, la voix, elle faisait un petit... Mais elle avait toujours... Du coup, on l'a placée en conteuse, c'est la voix de fin du film qui raconte le film. Voilà. Il y a quand même une œuvre littéraire incroyable, avec une patte littéraire quand même assez particulière, qui est la plume d'Amélie Nothomb. Tout à fait, ouais. On voulait vraiment au maximum retrouver ça, en fait, quoi. Toutes ces petites réflexions, cet humour acerbe, ce décalage, en fait, par rapport à l'image, quoi. Et ce décalage dans la réflexion, parce que c'est toujours des pas de côté qu'elle fait, c'est incroyable. C'est une manière de voir le monde, en fait. On a analysé le livre, on l'a lu je sais pas combien de fois, et en fait on a dû le lire une toute ultime fois pour se décider sur qu'est-ce qu'on faisait de cette voix off, et en analysant on s'est rendu compte qu'elle avait 3 postures différentes de voix narrative dans son propre livre. Ah oui, d'accord. Elle était en réel, en in, au moment où elle revit les choses comme une enfant, une voix de recul philosophique, et une voix de commentatrice, juste du truc aussi observatrice extérieure. Enfin, voilà. Vous êtes allé loin dans l'analyse littéraire, en fait. Non, mais c'est vraiment important, la voix off. En fait, la construction d'une voix off, c'est hyper important, et ça peut vraiment donner un sens ou un autre à un film. Parce que le piège, c'est d'avoir une voix off qui raconte ce qui se passe à l'image. Et le petit enfant prit la tasse d'eau pour la porter jusqu'à la bouche pour la boire. C'est toutes ces choses-là qu'il ne faut surtout pas tomber, trouver quand même, comme tu dis, un pas de côté pour à la fois avoir différents niveaux de lecture aussi, quoi. Pour que ça soit subtil, pour que ce soit... Absolument. Parce que malgré le fait peut-être qu'il y a certaines réflexions que les enfants ne comprennent pas à cet âge-là, quoi, mais quand même ça donne quand même un ton quand même, et le parent, l'adulte, peut aussi comprendre autre chose autrement de ce qu'il peut voir à l'image, quoi. Là, on était en train de tourner. Finalement, le film n'est pas encore sorti. Il sortira en juin. Vous verrez certainement cet épisode plus tard. Donc, on vous met un peu le contexte. Il passe à Cannes aussi la semaine prochaine. C'est génial. Mardi. Annecy aussi, il est dans la sélection. En compétition, Qu'est-ce que ça fait? Ça procure une certaine satisfaction, non, quand on a travaillé assez longtemps sur un long métrage comme ça? Ouais, c'est ça. Vous réalisez pas vraiment, quoi, pour le moment? On a eu un film très compliqué à faire, très long. Enfin, au final, ça fait 7 ans en tout que depuis le tout début de l'aventure. 19, 18. Et puis, on a mis du temps à écrire. Et à la fin, au moment où il a fallu fabriquer, on a tellement enchaîné d'un coup pour pouvoir nous sauver la vie, quoi, sur ce film. Et on a réussi à tout finir, mais il y a l'espèce de côté d'amorti de fin, comprendre ce qui se passe. Un sprint marathon. On est déjà très heureux d'avoir fini le film. Ça, c'est bien. Et maintenant, il va vivre sa vie auprès du public, et c'est une autre phase pour lui, en fait. Enfin, pour nous, c'est... Absolument. Et forcément, comme disait Maëlys, ces enjeux, cette difficulté, mais l'équipe a été tellement incroyable, forcément.
on ne peut qu'il faut citer que notre compagnon Edine Noël, qui est aussi co-auteur et directeur artistique, qui a fait un travail d'orfèvre. De documentation et autour des décors, de la... Odpi aussi. Odpi qui est co-scénariste, effectivement, tout à fait. On était 4, effectivement, tous les 4. Et voilà, aussi Edine, par rapport à l'image, sa direction artistique, ses recherches sur le Japon, il est architecte de la maison japonaise. Ah ouais, mais ça c'est super aussi, on se retrouve projeté là-bas, ça fait voyager énormément. Ah bah là, on a réappris tous les termes d'une maison japonaise traditionnelle. J'ai très envie de l'imprimer en 3D d'ailleurs pour me faire une petite maquette. Elle est en 3D. C'était tellement... Elle est modélisée en 3D. Oui, elle est modélisée en 3D. Ça serait bien. Je pensais en faire en goodies parce qu'on va avoir un artbook, tout ça. Non, mais c'est vrai que, en fait, on est avec elle et on est aussi dans le confort de ce lieu, parce que ça avait l'air d'être quand même une vie confortable. Au pied des montagnes. Au pied des montagnes. Et puis toute cette poésie que l'on rencontre quand on va au Japon, parce que moi j'ai voyagé là-bas. Très honnêtement, il y a une poésie, quoi. Et effectivement, les montagnes sont sacrées. Et effectivement, la culture du jardin, elle est présente. Et effectivement, il y a des cérémonies qui sont que nous ne connaissons pas, en fait. Et tout ça, on est pris par la main dans ce film pour nous accompagner et explorer un petit peu cette culture nippone. Et ça, c'est très réussi aussi. Donc, bravo pour ça. Amélie Nothomb. Et dans son livre, c'est aussi ça, c'est deux cultures qui s'entrechoquent en fait. Une interprétation de la culture de l'autre, c'est fascinant. C'est quand même une famille d'expatriés. En plus, les expatriés, ils ont toujours leur mobilier occidental dans les maisons traditionnelles japonaises. Ça fait un choc des cultures déjà au niveau esthétique. Et tout ça, on le voit, c'est beau esthétiquement, je trouve, ce en plus, les années 60, Et comme elle le disait elle-même, en fait, elle se sent japonaise. C'est normal, en fait. Elle est née là-bas, elle grandit, effectivement, forcément ça a un ancrage fort. Même plus que ça, c'est que tout à l'heure on parlait de cette transition de la petite enfance à l'enfance, même si tout le monde la traverse, toi, moi, nous, mais celle d'Amélie, effectivement, est très singulière, forcément, vu la vie qu'elle a vécue, quoi. Et c'est à travers le Japon, justement, sa vie au Japon, mais notamment, bien sûr, via Nishio-san, mais aussi Kashima-san, les deux faces d'une même pièce au final, quoi, en gros, quoi. C'est deux personnages du film que je vous invite à découvrir, vous comprendrez. Et qui effectivement, avec Nishio-san, qui est une ouverture vers le futur, en fait, vers le monde, alors que Kashima-san, c'est plutôt le renfermement, la rancœur vis-à-vis du passé, en fait, parce qu'il y a aussi un sujet extrêmement important qu'on aborde, c'est effectivement, nous sommes dans les années fin 60, 68, 70, on est encore, c'est très récent. Pas loin après la guerre, 30 ans après la guerre. C'est ça, c'est très récent encore, quoi. Et effectivement... Il y a encore du ressentiment entre les peuples, entre les... Bien sûr. Et puis de l'amalgame aussi. Tout à fait. Les occidentaux, bien sûr, les gagnants, entre guillemets, de cette guerre-là, quoi. Et effectivement, ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est qu'on utilise effectivement cette thématique pour parler de nos thématiques sur la mort, le deuil, de comment s'ouvrir au monde, de cet petit enfant qui doit s'ouvrir au monde, parce que c'est ce qu'on doit faire, en fait, d'arrêter de penser qu'on est le monde, mais en fait non, on vit dans le monde et il faut s'ouvrir à lui pour l'embrasser, pour vivre de grandes aventures, quoi. Et Nishio-san est notre clé de compréhension pour les enfants, en fait, d'un deuil positif. Et c'est très important parce que c'est elle qui fait revenir Amélie à la fin. Je me cette scène. Mais elle donne toutes les clés en amont dans le film, petit à petit, de tout ce qu'elle construit dans sa relation avec la petite. C'est très touchant, c'est extrêmement touchant. En fait, même le récit de la guerre, tu vois, tout ça, c'est... Elle en parle de manière... Elle l'a vécu, c'est triste, mais il y a toujours le côté positif. Et objectif aussi, d'expliquer finalement à hauteur d'enfant, en quelque sorte. Il y a tout dans ce film, c'est ce dont je me rends compte, c'est que vous traitez de la philosophie, de la vie de la mort, de l'émerveillement, de la cellule familiale, de l'extérieur, de la guerre. Enfin, il y a tellement de choses. C'est assez riche et ça ressemble finalement à une superbe adaptation d'un bouquin qui est déjà assez riche. Donc, je voulais vous féliciter vraiment pour ce film. J'invite tous ceux qui écoutent ce podcast à voir ce film, à le découvrir en famille d'ailleurs, si vous pouvez. Le 25 juin. Le 25 juin, s'il n'est pas déjà sorti au moment où cet épisode existe, mais en tout cas, allez-y, foncez. C'est vraiment du pur bonheur. Donc bravo encore à tous les deux et merci d'être venus sur Anima Show. Merci et bravo à toutes nos équipes qui ont fait un travail formidable. On essaie absolument. Tout à fait. Merci beaucoup pour ton invitation.
en tout cas. On est honorés. Ouais. Avec plaisir.